parole à notre doyen, Maître Doumbouya. Je remercie tous les invités ici présents dans cette salle qui ont répondu à notre invitation. Les personnalités politiques qui sont dans cette salle, je ne bouge pas. Je ne bouge pas de là où je suis assis. Je disais que je remercie les personnalités qui sont dans cette salle, personnalités politiques connues, personnalités de la vie civile reconnues. Et je remercie aussi toute la presse nationale et internationale, vous tous qui êtes venus répondre à, je voudrais dire mais par référence et déférence à mes confrères avocats et aux professeurs qui sont dans cette salle, je dirais qu'ils ont répondu à notre invitation. Car pour répondre et respecter les principes qui gouvernent le droit dans le Sénégal, notamment le principe du contradictoire, c'est-à-dire que chaque chose est à même d'être discutée et discutable. Par respect à ce principe, je me permets de dire un peu au contraire de mon ami le ministre d'État Amadou Sall qu'il y a dans cette salle des professeurs de droit qui ont répondu à notre invitation. Je suis en train de terminer un livre sur les infractions, délits ou crimes qui touchent à l'argent. Et que ce livre paraîtra, Inch'Allah, en 2026. Et en prélude à la lecture technique de ce livre-là, je voudrais vous parler d'un de ces aspects. De tout ce qui se trouve dans ce livre-là. Cet aspect, c'est les procédures judiciaires qui sont posées par les lois. Le 2 août 2023, une loi a été votée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je dis bien, notez la date, 2 août 2023. Cette loi a créé dans les tribunaux de Dakar, tribunal de grande instance et cour d'appel de Dakar, une composition et des compositions. Ça veut dire des magistrats qui jugent, qu'on appelle ensemble composition, dont le rôle est de s'occuper des affaires financières. Ces compositions sont appelées globalement le pôle judiciaire financier, qui comprend un procureur financier, des juges financiers et une cour d'appel financière. La procédure judiciaire, créée en 2023, a commencé à être appliquée en 2024. Et de 2024 à maintenant, vous avez tous vu, vous avez tous suivi le nombre impressionnant de procès financiers qui sont délégués et confiés au pôle judiciaire financier. Vous en avez vu les errements et les succès. Vous vous rendez compte tous les jours.
Savez-vous de quoi il s'agit? Savons-nous réellement, nous tous, de quoi il s'agit? Et c'est cela que nous avons étudié. J'essaie de vous expliquer cela dans les termes les plus simples, les plus directs à comprendre. Lorsqu'il y a une infraction pénale, une faute qui doit être réprimée par un juge pénal, le mode de répression est soumis à la procédure pénale. Principalement, c'est d'abord le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale est une loi qui régit principalement l'ensemble des procédures qui doivent conduire supposé coupable ou non. Mais ensuite, dans l'hypothèse qui nous a amenés ici aujourd'hui, la compétence du pôle judiciaire financier, il y a une deuxième loi. Cette loi, c'est la loi du 2 août 2023 dont je viens de parler. Et on dira que les articles 677-92 à 677-112 sont ceux qui régissent ce dispositif. Une loi dite uniforme qui font partie de la CEDEAO adopte pour dire à tous les États qui est identique dans tous les pays. C'est ce qu'on appelle une loi uniforme. L'Assemblée nationale du Sénégal a voté donc, le 14 février 2024, une loi uniforme dite relative à la répression des capitaux et de terrorisme et le terrorisme. Ce sont ces trois textes-là qui régissent aujourd'hui le Sénégal dans le cadre des poursuites, de toutes les poursuites faites à l'encontre de qui que ce soit dans le cadre des délits financiers depuis 2024. Je voudrais préciser, et c'est ça qui est intéressant pour nous tous, que cette dernière loi dont j'ai parlé, la loi du 14 février 2024, relative au blanchiment de capitaux, c'est ce texte-là qui a créé l'organisme qui s'appelle la CENTIF. Et voilà la loi. L'empereur, le pouvoir de Gengis Khan, le pouvoir d'Adolf Hitler, le pouvoir de celui-là, c'est de dire, cet oiseau-là ne me plaît pas, abattez-le, je le mange. C'est tout, il est abattu, il est mangé. Cet homme-là ne me plaît pas, emprisonnez-le tant que ça me plaît. Ce sont les lettres de cachet du Moyen-Âge et de la période royale de France. Ceux qui connaissent l'histoire de la Révolution française savent bien ce qu'est une lettre de cachet, ce qu'était, avant 1789, ce que furent les lettres de cachet. Et donc, l'humanité a gagné ses libertés et ses droits par des règles de procédure. Vous me poursuivez, c'est à vous de prouver ce que j'ai fait. Vous me poursuivez, il faut prouver comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, ce que j'ai fait. Tout cela. Les articles 11 et suivants du Code de procédure pénale énumèrent des délits relatifs aux eaux et forêts, les délits relatifs à la chasse, les délits douaniers. Parfois, le code douanier donne à des inspecteurs de douane la qualité d'officier de police judiciaire. Ces officiers de douane poursuivent et arrêtent quelqu'un. Seules les personnes énumérées, officiers de police judiciaire, sont capables d'intervenir dans la procédure qui déclenche le droit pénal et les arrestations. Ensuite, dans l'environnement, je dis bien dans l'environnement
de la morale pratique, et je dis bien de la morale pratique. C'est là où je reviens à la CENTIF. Et je l'appelle moi-même environnement de la morale pratique, la morale politique, parce qu'elle est pratique et elle est politique. Intervient dans notre hypothèse, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la CENTIF. La CENTIF est un organisme créé par ces États réunis pour dire lutter contre le blanchiment universel de capitaux. Ça existe, l'équivalent existe en France, l'équivalent vient des États-Unis et ça existe aujourd'hui sur les territoires des pays de la CEDEAO. Mais on dit à la CENTIF, vous êtes un organisme administratif, vous êtes chargé de faire des enquêtes, recevoir des dénonciations de tout le monde, faire des enquêtes vous-même, en tirer les conséquences, les enseignements que vous voulez, vous, CENTIF, et vous transmettez au procureur de la République, si vous voulez. Vous êtes un organisme administratif. Alors, dans la mesure où, maintenant qui va se poser, problème sérieux, dans le cadre du droit pénal et de procédure pénale normale, le procureur de la République, selon le code de procédure pénale, je parle de la procédure pénale normale, enquête préliminaire, enquête de police, etc. Le procureur reçoit, le procureur peut faire ce qu'il veut de ce qu'il reçoit. Je parle de procédure pénale normale. Cela est dit de façon claire par le code de procédure pénale lui-même. Mais lorsque le procureur de la République reçoit un rapport de CENTIF, il n'est plus dans le cadre de la procédure pénale telle que je viens de le dire. Il est dans le cadre de la loi qui réprime le blanchiment des capitaux. Et ce rapport ne peut servir de base à des poursuites pénales directes. Et pourquoi? Parce que c'est la loi, les rapports, les renseignements de n'importe qui. Contredit, non contredit. La personne concernée, le procureur de la République, n'importe lequel des deux, procureur de la République, n'importe lequel des deux, estime qu'il y a des présomptions fortes de commission d'infraction sur des deniers publics, requiert un mandat de dépôt, le juge d'instruction est obligé, s'il ouvre l'information, de vous placer sous mandat de dépôt. Alors que le procureur n'a reçu qu'un rapport de CENTIF venant de divers renseignements qui viennent du ciel, sans que la personne concernée n'ait été entendue, n'ait même été au courant, n'a même pas été au courant de la chose qui le concerne. Parce que la simple demande du procureur, son simple réquisitoire, demandant un mandat de dépôt sur la base de ces textes-là, oblige le juge à le faire, même s'il n'y a rien par la suite. C'est pourquoi ce même texte, pour empêcher cela, c'est l'esprit de la loi, dit que le procureur de la République doit faire une enquête préliminaire avant de faire un réquisitoire quelconque. Et l'enquête préliminaire consiste à retourner ce rapport du CENTIF à un officier de police judiciaire, la police judiciaire, qui va interroger les personnes en présence des avocats et respecter les droits de la défense de cette personne qui apportera les preuves, les contre-preuves, les éléments, les sous-éléments, jusqu'à ce qu'un dossier complet permettant de charger ou de décharger soit transmis au procureur de la République. C'est le minimum exigé par la loi elle-même pour protéger les droits et les libertés de toutes les personnes poursuivables ou poursuivies ou suspectées. Dans aucune hypothèse aujourd'hui, je n'ai vu un rapport CENTIF envoyé par le procureur de la République en enquête préliminaire pour que les personnes concernées puissent être défendues devant les policiers en présence de leurs avocats. Et que la présomption d'innocence et que le caractère contradictoire de toutes les enquêtes soit respecté pour défendre les intérêts de tous les citoyens qui sont poursuivis ou en voie de l'être. Alors, lorsque cette hypothèse se présente et que nous voyons dans certains cas, je dis notamment, c'est dans tous les cas,
parce que j'ai étudié, j'ai lu quelques-unes des décisions de justice qui ont été rendues dans des cas différents. Parce que pour caractériser la loi, il faut lire ce que les juges en ont fait. Prenons par exemple le cas de M. Mohamedou Ngom Di Farba, dont j'ai lu les décisions le concernant. Une décision de justice est par définition c'est un acte officiel et public que n'importe qui peut avoir et doit avoir et lire. Et c'est pourquoi je parle à mes amis professeurs qui sont là, les 2 ou 3 que j'ai vus, et je regrette que vous n'ayez pas suffisamment de fortune pour payer les décisions de justice, mais si vous le pouvez, essayez de payer de temps en temps les timbres et les menus frais pour avoir les décisions de justice, pour pouvoir caractériser vos enseignements de la loi par ce que les juges en font. Parce que l'enseignement du droit, c'est l'enseignement de la loi, de la jurisprudence et de la coutume. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement de la loi qui fait le droit. L'enseignement de la loi, c'est le droit, c'est le tout à la fois. Et de ce que j'ai lu dans le cadre de cette fameuse décision, des décisions concernant Farba Ngom, Mohamedou Ngom Di Farba, j'ai vu que le procureur de la République financier, dans le réquisitoire introductif qu'il a écrit pour demander principalement l'emprisonnement de Farba Ngom, ensuite la saisie de ses biens, enfin je lis que le réquisitoire dit, je demande au juge, enfin, après avoir dit mettez-le en prison, saisissez tous ses biens, le procureur dit au juge, je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis, mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a fait. Voilà le réquisitoire introductif. Voilà ce qui est écrit. Allez chercher ce qu'il a fait auprès de qui? Auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Donc l'enquête doit se faire, non pas auprès de Farba Ngom, mais auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Alors que c'est Farba Ngom qui est en prison. Et 9 mois après, aucune enquête n'a été faite, ni auprès de Farba Ngom, ni auprès du Trésor public. En tout cas, aucun élément dans le dossier tenu par le juge ne contient les effets, les renseignements et les éléments d'une enquête quelconque. En tant que juriste, et messieurs, mesdames les professeurs de droit, mesdames, messieurs les personnalités, députés et autres, qui nous avaient fait l'honneur de nous rejoindre ici, de participer à cette étude scientifique, comment peut-être vous concevrez qu'on puisse mettre quelqu'un en prison pendant 9 mois, sans jamais l'écouter ni l'entendre sur ce qu'on lui reproche, à partir d'éléments non fournis, parce que les éléments fournis par la CENTIF, si ces éléments avaient été suffisants, on n'aurait pas demandé au juge d'aller chercher au Trésor public. Ça veut dire que la CENTIF dit, je vois que Tartampion a 10 milliards, ok, Tartampion a 10 milliards. Et on dit, je vous mets en prison parce que vous avez 10 milliards. Maintenant, je vais dire au juge de dire au Trésor de nous dire d'où viennent les 10 milliards. Mais ça fait 9 mois. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, personne n'a rien cherché. Alors, nous avons un problème aujourd'hui au Sénégal. Au regard de cette procédure, j'entends. Je parle de procédure. Lorsqu'on prend la Convention africaine sur les droits, des droits de l'homme, de protection des droits de l'homme et des peuples, la Convention africaine de protection des droits de l'homme et des peuples, article 7 de cette convention. Cet article dit que tout individu a le droit à sa sécurité personnelle, a le droit de se défendre, a le droit d'être défendu, a le droit d'un travail contradictoire avant qu'on le poursuive et qu'on le juge. C'est la même règle posée par, sauf erreur de ma part, l'article 11 de la Convention universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies,
Aucune personne ne peut être jugée, ne peut être poursuivie, jugée, sans avoir été mis en situation de se défendre. Or, arrêter quelqu'un, le mettre en prison, sans l'avoir mis en situation de se défendre, correspond à une violence. Quelqu'un dans une prison quelconque, sans l'avoir mis auparavant en situation de se défendre. Même pour une seule nuit. Mettre quelqu'un en situation de se défendre, c'est lui dire, monsieur, venez nous voir, je vous arrête, je vous mets à la police, je dis à la police tout ce que vous avez fait, il vous demande de prouver que vous ne l'avez pas fait. Ou bien lui, il prouve que vous l'avez fait. Et votre avocat est présent. On vous a mis donc en situation de vous défendre. Mais si après tout ça, l'autorité pense que vous êtes coupable, pense qu'au même, il doit vous arrêter, il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter. Parce que l'autorité n'est pas Dieu. Quand on ne la respecte pas, on viole les droits de l'homme. Chaque autorité a le droit d'arrêter quelqu'un. Mais dans le cadre d'une procédure obligatoire que la loi vous impose. Pour que l'autre que vous arrêtez soit mis en situation simplement de se défendre et de vous apporter les éléments contraires de ce que vous pensez. Vous pouvez accuser quelqu'un, ou on accuse quelqu'un, ou on dénonce quelqu'un. Le dénonciateur peut être un nulard qui ne connaît rien. Peut-être un méchant qui connaît tout, mais qui est méchant. Peut-être quelqu'un qui est aveugle, qui n'a rien vu, qui a entendu, qui a dit. Et vous-même qui lisez un papier, peut-être même vous n'avez pas compris. Je passe 10 heures à faire du travail que je ne comprends pas parfois moi-même. Qui dit qu'il peut tout comprendre dans la vie, à tout? Avant de porter atteinte à la liberté de quelqu'un, avant de le mettre en prison, ce sont les lois du Sénégal d'abord, ce sont les conventions internationales africaines, ce sont les conventions universelles des Nations Unies qui disent contradictoire. Il explique, vous expliquez, il explique, vous expliquez, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu est que toutes les procédures judiciaires, je dis toutes, je ne caractérise aucune. Sur le plan du droit, je parle de droit, je ne parle pas de procès. Sur le plan du droit, toutes les procédures judiciaires aujourd'hui, résultant des rapports de la CENTIF, me semble, aux libertés individuelles, parce que n'ont pas été suivies ou précédées d'une enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire qui permettent à un procureur de la République de faire un réquisitoire pour envoyer quelqu'un en prison. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et je laisse maintenant à l'assistance le soin de donner leur explication. Ce livre que je prépare, Inch'Allah, sera publié et sortira, sauf erreur de ma part, si Dieu me prête vie, le 3 janvier 2026. Ce sera votre cadeau de Nouvel An. Merci. Monsieur. Je vais y aller. On permute. Voilà. On va permuter un peu. Voilà. Et je voudrais ajouter que, s'agissant d'une conférence judiciaire, ce ne sont pas des avocats qui ont l'exclusivité de la parole. J'ai invité le public de sachant. La parole n'est pas pour les avocats seulement. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Évertué, pour ce qui me concerne,